autonome d'Abidjan, une référence internationale. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans NCI 360. En sommaire, la tension entre le PPACI et le RHDP. On a assisté cette semaine à une joute verbale entre les deux partis politiques de Côte d'Ivoire qui s'accusent respectivement de tentatives d'intimidation et de propos déplacés à l'endroit du président de la République. Du côté de l'enseignement supérieur, des violences entre les étudiants de la FESI et ceux de l'AMC ont fait plusieurs blessés jeudi à l'université Nangui à Brogoua. La FESI a-t-elle du mal à se départir de la violence? Nous aborderons la question. Sur le plan international, le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, a été renvoyé en audience spéciale le 30 mars après une journée émaillée de troubles. Et puis on fait le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, le président russe. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Landry Cuyo, juriste. Bonsoir Landry. Bonsoir Evelyne. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis heureux d'être avec vous. Et puis joyeux anniversaire. Merci. André Sylvain Conon, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André. Bonsoir Evelyne. Et ravi de vous retrouver sur ce plateau. Serge Patrick de Souza, vous êtes juriste, analyste politique. Bonsoir. Pas juriste, plutôt consultant politique. Consultant politique, voilà, d'accord. Merci d'être avec nous. Et Michel Betta, directeur de publication du journal Le Bélier. Tout à fait. Merci d'être là également. C'est moi qui vous remercie. Claude Naï-Prégnon, politiste et enseignant-chercheur à l'université de Korogo, va nous rejoindre dans quelques instants. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec M. Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale. Mais avant d'aborder le sujet, je vous propose ce reportage de la rédaction d'NCI. Depuis l'inculpation par la justice ivoirienne de Damana Picas, secrétaire général du PPACI, dans l'attaque d'un camp militaire en avril 2021, on assiste à une montée de tension entre le RHDP, parti au pouvoir, et le PPACI, des joutes verbales qui font craindre des troubles à l'approche des élections locales. Le reportage de Pierre Dipomela. 26 militants du PPACI ont été condamnés à 2 ans de prison ferme pour troubles à l'ordre public, lors d'une manifestation de soutien à Damana Picas, le secrétaire général du parti, lui-même inculpé par la justice ivoirienne dans l'attaque d'un camp militaire en avril 2021. Ces faits ont suffi pour briser le calme qui prévalait dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Le ton a monté d'un cran. Le porte-parole du parti de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a invité ses militants à rester à l'écoute des mots d'ordre du parti les prochains jours, en réponse à ce qu'il a appelé une intimidation. Au cours d'un meeting, Odette Lorounian, cadre du PPACI, est revenue sur les 49 militaires qui avaient été détenus au Mali. L'ancienne députée d'Atécoubé les a désignés comme les mercenaires. Des propos qui ont provoqué la colère des militants du RHDP, ceux-ci ont aussitôt assiégé son domicile au lendemain de ce meeting. Autre réaction, celle de Mariam Traoré, qui a jugé irresponsable les propos de Odette Lorounian, l'invitant à rester républicaine. Ces dernières tensions remettent en place le mur de méfiance entre l'opposition et le parti au pouvoir à quelques mois des élections locales. Claude Naï-Prégnon, politiste, enseignant-chercheur à l'université de Korogo, vient de nous rejoindre. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors messieurs, je vais commencer par vous, Landry Cuyo. Quelle analyse de cette situation, la montée de tension entre le PPACI et le RHDP, notamment au niveau du contexte? D'abord, je tiens à rappeler à toute fin utile que je suis de ceux qui, depuis, rappellent aux uns aux autres que les quelques cérémonies à caractère symbolique ne rendaient pas justice à la réalité. Et ce que nous avons des relations suffisamment belliqueuses et qui n'arrivent pas à être apaisées au niveau des différents partis politiques. Parce que dans tous les cas de figure, nous avons une histoire récente assez douloureuse. Les uns les autres les portent. Les efforts de réconciliation, certes, sont à saluer et à féliciter, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de partis politiques et d'hommes politiques et qui sont résolument portés vers soit la conquête du pouvoir d'État ou la conservation du pouvoir d'État. Au-delà de ça, il y a que des événements successifs se sont produits, dont l'interpellation de M. Damana Picas, inculpé dans une affaire qui n'a pas encore révélé, en tout cas pour le public, tout son contenu. Les 26 militants du PPACI qui avaient décidé de l'accompagner, bien sûr, sur le mot d'ordre
du parti et qui se sont vus être d'abord inculpés, mis sous mandat de dépôt, jugés et condamnés assez sévèrement à 2 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Ma foi, tout ça ne rassure pas. Tout ça ne rassure pas l'Ivoirien moyen, n'est-ce pas, qui déjà fait face à des difficultés énormes quant à sa capacité à pouvoir tenir face à la vie assez chère, et de savoir qu'il y a un avenir qui s'assombrit à quelques mois des élections, parce qu'on a des anciens protagonistes, ce sont des anciens protagonistes. Vous pensez qu'ils ne le sont plus aujourd'hui? Ils sont des anciens protagonistes qui demeurent des protagonistes et qui sont dans une situation qui n'est pas de nature à rassurer les uns et les autres. Peut-être plus tard que je donnerai un peu plus de détails sur mon sentiment, mais déjà, je ne suis pas rassuré par ce qui se passe, et je crois qu'il est important que la rencontre entre les 3 grands annoncés puisse se faire afin que les gens puissent s'asseoir et se parler à l'effet de remettre les choses à plat et de se donner les moyens de rassurer les Ivoiriens. Parce que c'est un peuple traumatisé, comme disait Charles Blé Goudé, et les Ivoiriens n'ont vraiment pas envie que l'on leur serve à nouveau des violences qui emporteraient les leurs pour l'éternité. Non, ils ont besoin d'avoir un pays apaisé, ils ont besoin d'avoir un pays en capacité de se projeter. C'est vrai, c'est de la politique, mais cela ne rime pas forcément, n'a pas forcément pour connotation la violence. Et ça ne rassure personne. D'accord. André Silva Konon, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Article 1 de la Constitution. OK. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés. Moi, personnellement, ma position elle est constante. Les opposants ont l'habitude de tenir des meetings et de prononcer des slogans pour mobiliser leurs militants. Cela ne doit pas faire peur à un pouvoir. Et cela ne doit même pas... un pouvoir ne doit pas se sentir offensé par des slogans de mobilisation au cours des meetings. Pour moi, c'est de la banalité. Les 26 militants du PPACI qui ont été condamnés pour trouble à l'ordre public, c'est l'article 1 de la Constitution. C'est comme si les journalistes qui reçoivent souvent des convocations à titre personnel ou dans le cadre de leur métier, mais d'autres journalistes leur apportent un soutien et les accompagnent à la brigade de recherche. On n'arrête personne pour ça. On ne condamne personne pour ça. Voilà. Article 4 de notre Constitution. Le domicile est inviolable. Vous voyez? Mais cela n'a pas empêché certains Ivoiriens d'aller devant le domicile de Marie-Odette Lorugnon sans être inquiétés par ailleurs. Quand bien même les propos qu'elle aurait tenus sont quelque peu, je vais dire, étaient mensongers, on va dire ça comme ça, parce que ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des soldats ivoiriens. Mais le RAGP juge les propos inacceptables et irrévérencieux. Oui, il n'appartient pas à des individus d'aller devant le domicile, nuitamment d'une personne parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les propos qu'elle a prononcés. Ça n'a aucun sens. Et donc, je pense que la balle est davantage dans le camp du pouvoir que de l'opposition. Claude Nani-Prion. Oui, moi je pense que normalement on ne devait pas craindre, parce que ça fait partie de l'ordre normal des choses. Ce sont des partis opposés et nous sommes à la veille des élections. Et normalement l'opposition s'oppose et le parti au pouvoir gouverne. Mais là où vous avez raison, c'est la qualité des personnes. Et aujourd'hui, et la teneur également des propos. Nous avons des personnalités, non des moindres, qui tiennent des propos un peu dangereux. Parce que quand on prend... Vous faites allusion à qui? Oui, moi, personnellement, je suis un peu peiné des propos tenus par l'honorable Odette Lorugnon. Elle a été députée pendant 10 ans dans ce pays. Elle fait la politique depuis près de 30 ans. Je pense que pour un parti qui veut revenir au pouvoir, il y a des symboles de la République avec lesquels on ne joue pas. L'armée, c'est une armée de la nation. Que ce soit 26 militaires et les traités de mercenaires,
n'est pas républicain, n'est 49 pas militaires. responsable. 49 militaires. Oui, excusez-moi, et 49 n'est pas républicain, n'est pas responsable. Parce qu'en réalité, je pense qu'on a vu le PPACI dans une posture républicaine face aux 49 militaires. Donc aujourd'hui, le mari Odette Lorougnon est en déphasage avec son parti. Je me demande si c'est une stratégie, mais si c'est une stratégie, c'est une mauvaise stratégie. On ne joue pas avec l'armée nationale, qui est un symbole. Et je pense que c'est un parti qui aspire à revenir au pouvoir et il faut éviter ces dérives. Pensez-vous que cette position-là est la position du PPACI, la position Oui, même si ce n'est pas la Lorougnon? position du PPACI, Mme Odette Lorougnon n'est pas n'importe qui, je l'ai dit. Elle a fait la politique depuis 1990, elle fait partie des cadres de ce parti et je pense que sa position peut gêner la position officielle du PPACI. Et de l'autre côté, concernant les déclarations, il y a la déclaration du député de l'honorable Ben Meïté qui également s'insurge contre la position du PPACI, contre la position d'Amnesty et contre même la position du COGEP. De l'autre côté également, l'honorable Traoré, qui, elle, au moins, a un discours conciliant. Parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, elle a eu un discours conciliant vis-à-vis de Mme Odette Lorougnon, qu'elle a même qualifiée de sœur. Donc ça voudrait dire que les discours sont divergents, mais la qualité des personnes peut envisager justement que cette situation soit plus difficile ultérieurement. Et comme vous le savez, le téléphone est ouvert dans cette émission. Vous pouvez appeler juste le numéro qui s'affiche pour donner votre avis sur les différents sujets que nous abordons ce soir. Serge Patrick de Souza, votre analyse de la situation? J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit et je m'aligne complètement dans ce qu'ils disent. Finalement, je me pose la question de savoir, mais le sens du dialogue politique, c'est quoi? La rencontre des trois grands, des trois mentors, des trois dirigeants, c'est quoi? Si on n'arrive pas, moins d'un an après, à pouvoir maîtriser le ton dans le débat politique et offrir un environnement sain, rassurant aux Ivoiriens, c'est qu'il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Et c'est inadmissible. ASK vient de dire, il y a deux articles qu'il a cités de la Constitution. Et quand on voit dans l'exécution sur le terrain, on voit pratiquement le contraire. Mais certains vous répondront que la liberté a des limites. Là, on parle de troubles à l'ordre public. Je suis d'accord, mais il faudrait qu'il y ait parallélisme de forme. Quand on emprisonne des gens qui accompagnent, et je pense que c'est naturel, ça se fait, on voit ça en Côte d'Ivoire. Moi, je peux citer un exemple. Valentin Kouassi, il a été convoqué à la DST, mais les jeunes du PDCI sont venus au plateau, personne n'a été arrêté. Voilà. Et ça fait cas de jurisprudence. Maintenant, si on arrête des gens parce qu'ils ont accompagné, et puis on dit il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé de mobilisation, tout et tout, on les arrête. Mais je me dis que c'est 2 jours et puis on les libère. Mais ce n'est pas possible qu'on les condamne jusqu'à ce niveau-là. Et en même temps, des individus mais qui ont fait un direct. C'est-à-dire que sur Facebook, on les a vus. Et ça m'a fait rappeler, c'est la même personne qui a versé le sang devant le domicile du président Bédié et qui est revenu sans être inquiété. Sans être inquiété. Est-ce que nous sommes dans un système où, finalement, pour pouvoir agir, il faut avoir des affinités avec un camp et dire que là, moi, j'ai la liberté de faire ce que je veux sans être inquiété, ou alors dire que nous sommes véritablement dans un état de droit et quand le droit doit s'appliquer, il s'applique, mais vraiment au même niveau à tout le monde. Et il faudrait qu'on serve ce niveau d'environnement politique aux Ivoiriens, sinon, finalement, je m'inquiète. Je m'inquiète parce qu'on avance pas à pas vers les mêmes crises, hein, puisque nous sommes à moins de 5 mois des élections municipales. Le ton monte. Et on va aborder ça. On va aborder ça. La CEI même va donner son résultat. J'imagine encore les débats qui vont se faire dedans. Ajouter à ce qui est en train de se faire, mais on tend peu à peu vers la catastrophe là. Voilà, donc vraiment, je me demande le dialogue politique et tout ça, ça servit à quoi? Voilà. Michel Betta. Moi, je suis un peu inquiet, plus ou moins. Parce à quel niveau? Non, j'en viens. Parce que quand je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, toute la crise est partie d'un mandat d'arrêt, aujourd'hui, je me demande d'où viennent les interpellations et toutes ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes contemporains de notre histoire et nous savons que, par le passé, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont déploré ces états de fait-là. Ils ont accompagné leurs militants. Il y a des commissaires qui sont venus donner des convocations qui ont été bastonnés par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, que ça vienne d'eux aujourd'hui.
que quelqu'un, non seulement il soit convoqué, parce qu'après avoir tenu des propos qui coïncident tellement avec le procès qu'on veut lui imposer, et ensuite, à côté de cela, il y a que, en tant qu'opposant, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre si ce n'est mobiliser ses militants pour aller à la conquête du pouvoir? Moi, je pense que le pouvoir RHDP gagnerait à baisser le ton. Baisser le ton parce qu'ils ont été de ceux qui ont tenu... Là, on parle du pouvoir RHDP ou des militants RHDP? Non, quand je dis du pouvoir RHDP, nous savons tous qu'eux-mêmes l'ont dit. Si tu n'es pas RHDP, tu n'as pas droit au tabouret. Ils l'ont dit, si c'est des propos qui ont été tenus. Donc, quand ces propos ont été tenus, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est pouvoir, c'est ceux qui ont droit au tabouret. Et ce sont ceux du RHDP. Donc, je disais que quand on arrive à cela, on sait qu'aujourd'hui, ils gagneraient à baisser le ton. C'est eux-mêmes qui gagneraient à baisser le ton parce que l'opposition offre trop de garanties de paix. Quand je dis l'opposition offre des garanties de paix, on a vu une opposition très belliqueuse en son temps. Aujourd'hui, ce n'est pas ce ton-là que l'opposition ivoirienne utilise. C'est une opposition trop responsable qui tient des propos au point de montrer qu'ils veulent un climat où l'opposition peut jouer pleinement son rôle et aussi le pouvoir dans son rôle de protéger la liberté individuelle, doit aussi protéger cette opposition-là dans sa démarche démocratique. Parce qu'accompagner un soutien, avoir des soutiens lorsqu'on est convoqué, mais ça va de soi. Ça ne fait pas de vous des individus qui troublent l'ordre public. Aujourd'hui, la loi même sur laquelle souvent on a l'habitude de condamner des opposants qui marchent, c'est la loi anti-casseurs. Donc, je dis qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de brutalité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on gagnerait mieux à ne pas envenimer suffisamment la situation. Landry Kyo, qui veut répondre à Michel Betta. Non, je ne pense pas que ce soit moi. En fait, j'apprécie bien la lecture de M. Betta parce que c'est une lecture PDCI, et je comprends. Je comprends, c'est un parti qui a un certain feeling assez apaisé. Et je voudrais qu'on apprécie la situation dans sa globalité. Je crois que les torts sont partagés. Okay. Les torts sont réellement partagés. Dites-nous. Ce serait pas très honnête que de dire de l'autre côté, ils n'ont absolument rien fait parce que les propos aussi qui sont portés ne sont pas que de simples slogans. Et même dans certains slogans, certains slogans sont tout aussi puissants. Des slogans sont des propos portés à l'effet de pouvoir suggérer. Vous comprenez? Or, la suggestion procède du contexte lui-même. Donc, du coup, il y a un problème. Lorsque Mme Lorignon dit à nouveau qu'on a eu 49 mercenaires, elle ne le dit pas de manière naïve. Pas du tout. Elle le dit par intime conviction. Une intime conviction qui est portée par une partie de la population et des hommes politiques qui l'ont fait savoir tout au long de cette crise-là, et ce, de manière publique. Quand bien même on porte atteinte à une institution. Donc, c'est tout à fait normal que de l'autre côté... Est-ce que c'était la position du PPACI? Non, j'ai dit porté par des personnes qui publiquement l'ont fait. Moi, je n'indexe pas le caractère officiel du PPACI. Je parle de personnes qui, publiquement, ne se sont pas cachées. C'est la réalité. Et donc, lorsqu'on fait revenir ça encore, alors que ce moment est un moment extrêmement difficile, on comprend la réaction. Ce n'est pas que je la justifie. Je dis que les torts sont partagés, autant que je dis que la condamnation à 2 ans de prison de ces personnes-là, je la trouve franchement sévère, plus que sévère. Autant je dis de l'autre côté qu'il y a une sorte de concours d'action maladroite des uns et des autres qui n'est pas de fait à rassurer. Et c'est en cela que j'appelle les fameux 3 grands, ces idoles, ces demi-dieux, à l'effet de pouvoir rappeler à l'ordre leurs états-majors, de s'asseoir et de rassurer davantage, de porter un propos qui peut apaiser les uns et les autres. Je répète, c'est vrai que nous sommes en politique, mais on ne va pas non plus condamner la politique à l'exercice conjoint de la violence. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. On peut avoir des débats tout à fait exaltants, de fond. Regardez par exemple en France, on nous parle de la question de la retraite. Ça soulève des passions, c'est vrai. Il y a de la réflexion. C'est d'un point de vue scientifique intéressant. Ça permet aux gens d'être cultivés. Mais si on est dans des propos, des affaires à la limite, qui, au lieu de permettre aux gens d'avancer, ne font que faire craindre aux gens l'avenir d'un pays qui naturellement a besoin de sortir de ce cadre-là. Nous rappelons donc les uns et les autres le dire. C'est le tort qui est partagé. Il faut qu'on s'asseye avec toute responsabilité et donner un sens au dialogue politique. Sinon, les Ivoiriens ne croiront plus jamais en eux. Et si les Ivoiriens se détournent d'eux,
je peux vous dire que c'est la mort de la démocratie. Est-ce qu'on peut arriver à ce chemin-là? André Sylvain Conon et ensuite Claude. Non, moi je pense que, vous voyez, il a bien fait de citer l'exemple de la France. Il y a des propos très violents visant Emmanuel Macron, des écrits, on a vu, des affiches, vraiment c'est... Mais un président, il est au-delà de cela. Je veux dire, vous voyez, on en viendra, mais le phénomène Ousmane Sonko, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Le pouvoir RHDP ne gagne rien à en rajouter. Vous prenez la personnalité Odette Lorognan, mais attendez, c'est la dame qui a dit qu'il fallait en finir avec les apatrides et tout cela. Elle est coutumière de déclaration, on va dire, irresponsable, j'emploie ce mot, c'est vraiment un euphémisme même que j'emploie. Mais on ne peut pas pour autant ameuter des gens pour aller à son domicile pour en rajouter. Ça n'est pas responsable. C'est de cela qu'on parle. Est-ce qu'on a des preuves que ces personnes ont été envoyées? Non. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été envoyés ou non. Le fait est qu'ils y étaient. Voilà. Et le fait est qu'ils n'ont pas été inquiétés. C'est ça la question. Le fait est que, voyez-vous, on a l'article 2 de la Constitution. L'article 2. Tous les êtres naissent égaux devant la loi. Mais ils n'ont pas été inquiétés. Pourtant, certains sont partis juste pour soutenir leur leader. Ils n'ont rien fait de mal, je le répète, mais ils ont été inquiétés. Et donc, c'est cette forme de justice à double visage. Vous voyez, c'est ce traitement qu'on réserve aux uns et qu'on n'applique pas aux autres. C'est cela qui choque. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'appartient pas à des groupes de se faire justice. Les propos de Marie-Odette Lorognan, je les répète, sont irresponsables. Mais il y a un code pénal en Côte d'Ivoire qui, par exemple, peut viser la diffamation envers un corps constitué. Donc, c'est à la justice de faire son travail, c'est aux militaires d'estimer que c'est attentatoire pour leur propre dignité. Il n'appartient pas à des individus. Et donc, le pouvoir, le gouvernement a bien intérêt à ne pas en rajouter parce que ça peut même procéder d'une stratégie de l'opposition. Et vous, comme on dit à Djamé, vous tombez dedans. D'accord. Je vais donner la parole à Ibrahim qui nous appelle de Lakota. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute pour votre avis sur le sujet. Oui, bon, je voulais saluer les débatteurs et faire dire merci pour tout ce que la télévision NCI fait. Bon, moi je pense que, comme l'a dit André Sylvain Conon, la liberté de manifester est consacrée dans la Constitution. Mais la liberté aussi a ses limites. Si le juge qui doit, comment on appelle ça, juger et qui pense qu'il y avait vraiment trouble à l'ordre public, mais le juge est libre de sanctionner. Maintenant, quand il dit les gens qui sont allés au domicile de Madame, ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal il faut arrêter ça. Mais ce que je veux dire aussi, après ça, mais Madame Lorognan, c'est vous que vous faites ressortir, sinon dans son discours, quand vous prenez le discours jusqu'à la fin, mais elle a dit que le pays est envahi par les étrangers, qu'il y a un envahissement, et que Bédier et Babou doivent se mettre ensemble pour récupérer le pays dans la main des étrangers. Mais ça, ce sont les propos que quand tu vois un peu, c'est ce que nous envoyons à faire la guerre. Ce sont des propos dangereux. Et puis, Mme Lorognan, comme ça a été dit, elle n'est pas une simple militante du PPACI. Mais quand ça sort de la bouche d'un militant de ce niveau, il dit qu'il faut arracher le pays aux étrangers. Mais ça, ce sont des discours qui sont très graves. Il faut pas, vraiment, il faut que les opposants et le pouvoir soient responsables dans leur discours. Parce que la parole est plus dangereuse que 1000 Kalachnikov. Parce que la seule parole peut faire perpétuer plusieurs âges. C'est ce que je voulais dire. Merci pour votre avis et merci pour votre appel. Claude Naï-Préon qui voulait réagir tout à l'heure. Fait. Effectivement, au-delà des propos de Mme Lorognan, il faut aussi condamner l'action des jeunes se réclamant du RHDP. On n'est pas dans un état primitif.
On suppose qu'on est dans un état de droit et que la justice privée est bannie ici. Donc, au nom de quoi des individus peuvent s'élever et prétendant défendre l'armée nationale, se déporter au domicile d'une citoyenne. Ça aussi, il faut condamner ça. Heureusement d'ailleurs, elle a porté plainte. Est-ce que l'identité, moi, c'est ça vraiment ma question quand je vous écoute, est-ce que l'identité de ces personnes-là, on a pu les identifier comme appartenant au RHDP? Bon, ce qui est sûr... Nous sommes dans des supputations. Non, dans leurs propos, d'abord, ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais ils disent que, d'abord, ils condamnent le fait que des propos de telle nature soient tenus à l'encontre des soldats de ce pays. Mieux, ils défendraient... Ça aurait pu être des jeunes d'un autre parti, ça aurait pu être des jeunes simplement. Mais la personne, l'individu, en fait, la personne, la principale personne est déjà connue. Il est connu pour être un récidiviste. Donc, ce qu'on condamne ici, ce n'est pas l'action patriotique des jeunes, c'est le fait qu'un individu récidive et il se permet justement de mener une action qui peut tomber sous le coup de la loi pénale. Elle a porté plainte, on attend la réaction de la justice. Voilà. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on puisse évoluer. Serge Patrick de Souza, et peut-être je vais commencer avec vous, qu'on puisse évoluer vraiment dans le débat. Parlons des élections locales d'octobre 2023. Est-ce qu'il y a réellement des éléments de crainte, de tension, quand on regarde déjà ce qui est en train de se passer? Énormément d'éléments. Vous savez, dans un cas comme la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le pouvoir qui doit éduquer l'espace public. C'est le pouvoir qui doit éduquer, parce que le pouvoir a les ressources qu'il faut. Et lorsque nous sommes dans un contexte comme celui-ci, et qu'on n'apporte pas des réponses rassurantes, c'est inquiétant. Vous voyez? Qu'est-ce que vous appelez des réponses rassurantes, par exemple? On a eu le dialogue politique, on a eu la rencontre. Le dialogue politique, la rencontre des trois, est en train d'être remis en cause avec la tension qui monte. Avec la tension qui monte. Vous savez que le débat sur la CEI et peut-être la crédibilité du listing électoral est en suspens là. Mais ça va venir. Ça va venir. Et donc, on ne peut pas, avec ça, ajouter les arguments d'arrestation arbitraire, les arguments de ce qu'on empêche l'opposition de pouvoir parler, ou alors on laisse le champ libre à qui veut agir comme il veut. À partir du moment où il défend les intérêts du pouvoir en place, on ne le touche pas. Voilà. Et c'est ça le problème. Et nous sommes à 5 mois des élections. Je répète, toutes les crises qui se sont succédées en Côte d'Ivoire, là, c'est au moins à 5 mois des élections. On a vu en 2011 comment ça a commencé. Et si vous remarquez très bien, 2013, 2015, 2016, vraiment, on n'a pas entendu de bruit. On n'a pas entendu de bruit. Mais 2018, il y a eu des morts. 2020, il y a eu des morts. Parce que tout simplement, 2018, 2020, il y a l'opposition qui a compéti. Voilà le problème. Et là, nous partons encore dans une compétition, l'opposition va compétir. L'opposition va compétir. Et on a avec désormais le PPACI qui est en train de véritablement se constituer comme une force, le PDCI d'un côté, et la tension monte. Je vous donne un cas simple. Vous avez vu le cas à Kani de Stéphane Kipri. Mais c'est clair. Des jeunes ont voulu empêcher. Ils ont empêché même, je vais le dire, qu'il y ait une rencontre politique tout autour. Après cela, comment vous voulez que demain, s'il y a des élections qui se passent à Kani, on ne puisse pas s'inspirer ou bien prétexter du fait qu'ils ont empêché le PPACI avant de tenir un discours. Donc, si à la campagne, on nous empêche de battre campagne là-bas, dont les gens veulent frauder. C'est un argument. Et on a vu ça en Côte d'Ivoire, ça existait. Donc, c'est au pouvoir d'éduquer l'espace public. Comment le pouvoir doit éduquer? Avec le cas, moi, je ne justifie pas l'attitude de l'ONU, parce qu'effectivement, ce qu'elle a dit, moi, c'est inadmissible. Voilà, c'est un problème qui est réglé. Le président de la République a reçu les soldats et c'est fini. On ne peut plus revenir encore sur cette question. Donc, il appartient à la justice et aux personnes directement concernées de prendre le droit. Mais dire que ce sont des personnes non identifiées, je vais le dire ainsi, qui viennent envahir son domicile et qui font un direct. Et puis, il n'y a même pas une initiative
pour essayer d'équilibrer, pour baisser la tension, une initiative qui va viser quelque part à vouloir au moins les entendre. Au moins cela, c'est qu'il y a problème. Ok, bien noté. Michel Bétaï, ça va être certainement le dernier mot sur ce thème-là. Oui, mais il faut dire que la crainte est réelle. La crainte est réelle pour les élections à venir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la Côte d'Ivoire est coutumière de ces soubresauts-là qui précèdent les élections. Notre pays est malheureusement coutumier de ces soubresauts-là. Et nous sommes en même de craindre que cela s'envenime. Parce qu'après l'interpellation d'Efficace, nous attendons de voir si demain même il ne sera pas condamné. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut envisager. Le RHDP même envisage une conférence d'ici peu. Je pense que c'est mardi ou même mercredi. Voyez-vous, on rentre maintenant dans un cycle de réponse, d'attaque, réponse, d'attaque, réponse, d'attaque, réponse, et nous ne savons pas jusqu'où nous irons. Et ça, nous sommes en même de craindre que les élections à venir soient entachées de tous ces débats, musclés qui se préparent. Landry Cua, assez rapidement. Oui, déjà, demain, Picasse peut être condamné puisque le jugement ne s'est pas fait. Non, on ne peut pas parler de condamnation pour Picasse. On peut le mettre en prison. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on s'écoute. S'il vous plaît, messieurs, écoutons-nous. Il peut même être relaxé parce que le juge peut apprécier que les éléments ne n'emportent pas. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Il faut nuancer son propos. Deuxième chose, c'est qu'il y a un des éléments à craindre, c'est le discours, le fameux discours dont se fait le porte-parole, Mme Marie-Odette Lorignon. Son discours ne s'est pas limité qu'aux 49 soldats. On ne va pas refaire le débat. Non, je reviens pour dire que ce discours-là, c'est un discours qui date des années 1990, 95, 97, et on nous le ramène encore. C'est un discours qui a fait recette à un certain moment, et donc on connaît le prix de la recette, ce sont des milliers de morts. On ne peut pas donc regarder ça et puis minimiser. Il faut mettre le doigt là-dessus. Mais justement, c'est ça que je dis. Il faut pouvoir, déjà au niveau des états-majors, des grands partis, donc des leaders politiques, rappeler les gens à l'ordre, c'est important. Et surtout, Mme Lorignon, elle n'est pas la seule qui porte ce discours-là. Et aussi que la justice le fasse. Parce que demain, lorsqu'on va devoir sévir, il ne faudrait pas dire de l'autre côté, attention, on est en train de harceler quelqu'un. Ce discours-là, il est exécrable, il est inadmissible. Et pour quiconque aime ce pays, ne peut accepter que quelqu'un qui porte la responsabilité politique le tienne. Très bien, Landry Cua, et nous allons aborder notre deuxième thème de ce soir, une altercation entre les étudiants de la FESI et ceux de l'AMC, Association des étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, a fait plusieurs blessés jeudi sur le campus de l'université Nangui à Brougua, en cause une mésentente sur l'organisation des examens blancs par les différentes associations. On en parle avec Mardoché Kwasi et on débat juste après. Ces scènes de violence se déroulent à la cité universitaire de Port-Bouët, où la plupart des résidents sont des étudiants en sciences de santé. Quelques semaines après ces actes, des étudiants, victimes de ces attaques, reviennent sur les faits. Ça a été vraiment du lourd, car ces individus sont venus avec des armes blanches, des machettes, ça avait même certaines personnes qui avaient des bouteilles, des marteaux, des bois, commençaient à tabasser des étudiants en médecine pour des raisons inconnues. Et il y a certains d'entre eux-mêmes qui sont montés dans les étages pour casser les portes de certains étudiants en médecine et voler les divers téléviseurs, les frigos, les ordinateurs portables et même les téléphones portables. Avec les oppositions des autres étudiants, cela a vraiment créé des turbulences. Donc ils ont, comme on dit dans notre jargon, allé mobiliser certains de leurs confrères pour venir, notamment de la cité de Port-Bouët 2, venir avec des machettes, des couteaux, pour venir agresser, casser les différentes portes des différents étudiants. Pour la plupart de ces étudiants, cette agression n'était pas la première. Et chaque fois, des blessés et des matériels emportés. Étant à terre, ils m'ont tapé avec un ventilateur. C'est-à-dire le haut du ventilateur est quitté, c'est le bas qui est resté. Ils ont commencé à me taper avec les coups de pied. Vraiment, je me suis débattu, je suis à me lever. Parce que je ne peux pas rester à terre, je me suis à me lever. Où nous sommes agenouillés, il y a je ne sais pas où il est quitté, une bouteille de vin vide. Donc ça, il dit qu'il résistait, donc il a mis sur ma tête en même temps. Bah, il m'a rendu compte, il a commencé à saigner au niveau de la tête. Il saignait au niveau de la tête. Donc même qu'ils ont vu qu'il a commencé à saigner, ils ont tiqué. Accusé de ces actes de violence, le responsable de la Fédération estudiantine et scolaire donne son explication sur les causes de ces récurrentes tensions. Il y a un bâtiment qui a loué.
aux étudiants en sciences de santé. Et là-bas, il y a une bouteille de gaz qui a explosé. Ils sont allés au secours de la chambre qui a failli être sinistrée. Lorsqu'ils ont constaté l'accident, ils ont posé la question à l'étudiant, mais ton voisin était où? À lui de répondre que depuis un certain temps, notre voisin n'est plus là. Il a dit que pendant que nous, on cherche chambre pour dormir, vous avez bâtiment jusqu'à vous dormir quand vous voulez. On va venir dormir là. Voici ce qui déclenche la bagarre. Au-delà, le responsable de la communauté estudiantine affirme que la FESI est désormais dans une réforme interne. Il y a une nouvelle équipe de la FESI qui a envoyé un esprit nouveau, un esprit de rassemblement. Ici à l'université, tout va bien. Le combat que nous menons là, c'est pour l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous ne sommes pas une organisation qui est en train de mener un combat de leadership, non. On n'a pas besoin de ça. Créée dans les années 1990, la FESI a pour but de lutter en faveur des intérêts des élèves et étudiants ivoiriens. Mais ces dernières années, elle fait face à une grande vague de critiques sur ses agissements, notamment dans les différents campus. La dernière en date est avec l'Association des élèves et étudiants musulmans, AEMC, qui accuse la fédération d'avoir violenté une dizaine de ses membres. Et le secrétaire général de la FESI a été invité à cette émission et jusqu'à 7 heures, nous n'avons pas eu de réponse formelle. Serge Patrick de Souza, je vais commencer par vous. La FESI créée dans les années 90 pour lutter pour les droits des étudiants, ensuite reconnu être proche du parti d'opposition de l'époque, notamment le FPI, ensuite perçu comme une milice pro-Gbagbo. Aujourd'hui, quel est votre regard de la Fédération estudiantine des scolaires de Côte d'Ivoire? Déjà, je peux dire que l'image de la FESI a évolué à travers le temps parce que lorsqu'on sort de la crise en 2011, la FESI était prise comme une milice. Aujourd'hui, on peut dire que la FESI s'est plus ou moins départie du débat politique parce que ce n'est plus trop comme en 2010-2009. Ensuite, les questions des crises qu'il y a, notamment de violence. C'est intéressant ce sujet parce que ce n'est pas que la FESI. Dans la plupart des universités en Côte d'Ivoire, il y a ce problème-là de la gestion de l'espace universitaire entre l'administration et les syndicats. À un moment donné, on arrive à un stade où on a l'impression que c'est une question de quête de territoire. C'est mon territoire, tu viens violer ce territoire-là. Entre les différentes associations? Oui, entre les différentes associations et même entre les syndicats et l'administration. Et donc, c'est vraiment dommage de constater ce genre de violence-là. Mais comme je l'ai dit, ce sont des choses qui sont récurrentes et qu'il va falloir peut-être avoir une nouvelle approche dans la gestion de l'espace universitaire. Que l'administration s'implique davantage, mais en essayant d'instaurer un environnement de bonne collaboration avec les syndicalistes. Et le secrétaire, le responsable de la FESI a dit qu'il y a une réforme qui se fait. Moi, je me dis toujours que c'est surtout les hommes qui posent problème, même pas l'organisation en elle-même, puisque c'est un instrument. Mais ce sont les hommes qui posent problème. Et s'ils pensent qu'actuellement, il y a la nécessité de renouveler ces hommes-là, bon, il faudrait qu'on en sache, mais voilà, il y ait cette nouvelle approche dans la gestion de l'espace universitaire. D'accord, c'est votre avis, on le respecte. Michel Betta? Moi, je trouve que l'autorité académique est absente. Alors que c'est elle impuissante? Oui, ou absente? Absente. Je dis elle est absente parce que quand on évoque les questions religieuses au sein de l'université, c'est inquiétant. Aujourd'hui, la FESI a affaire à une organisation religieuse. L'AMC, dont on parlait des violences avec certains de ses membres. Moi, j'ai peur. Parce que quand la question religieuse prend de l'ampleur, elle peut envenimer beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est que j'en appelle à ce que l'autorité académique sorte de son silence, pour nous donner un peu la réalité du terrain. Parce que la FESI, pour qu'il y ait les affrontements à l'association musulmane, la FESI a évoqué un examen blanc. Je me dis, un examen blanc, c'est un examen académique. Donc c'est forcément projeté ou bien organisé par les autorités académiques. Mais où sont ces autorités-là? Depuis lors, on entend plus ceux qui sont syndiqués que les autorités administratives. On se dit, mais où elles sont? Elles n'ont pas fait
un bilan pour informer l'opinion de ce qui se passe réellement sur nos universités, on se pose la question et puis on en vient à ce qu'il faut que quelque chose soit fait, même de la part des autorités ministérielles. Après les autorités académiques, il faut que les autorités ministérielles commencent à rassurer les uns et les autres sur l'environnement dans nos universités. Et je rappelle qu'il y a eu aussi des violences avec des étudiants en médecine. Claude Naï-Prégnon, vous êtes enseignant-chercheur à l'université. Quelle est la réalité, justement, c'est ça. On en parle sur le campus, dans les différentes universités, de ce fonctionnement de la FESI? Moi, ce que je veux dire, la FESI, quand elle est créée, en 90, on est tous d'accord qu'il y a une proximité entre la FESI et l'opposition d'alors. Bon, après, la FESI s'est illustrée par une violence protestataire, on a tous condamné. Et ensuite, on a considéré la FESI comme une milice. Mais aujourd'hui, en 2011, avec l'avènement du RHDP au pouvoir, il était question soit de dissoudre la FESI ou bien de la faire disparaître des campus. L'option du gouvernement a été de garder la FESI, mais de remodeler la FESI. Donc, on peut dire aujourd'hui que la FESI qui existe aujourd'hui est une FESI qui répond aux aspirations du gouvernement actuel. La preuve, c'est une FESI qui ne donne plus son avis sur les questions politiques. C'est une FESI qui, plus ou moins, est devenue plus calme. Mais ce que la FESI n'a pas changé, c'est le contrôle de l'espace universitaire. Et ça, la FESI continue de le faire. Et aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est de savoir quelle est la réaction des autorités académiques, la réaction du gouvernement face à ce contrôle de l'espace universitaire qui a longtemps été décrié lorsque la FESI, justement, était proche de l'opposition. Donc, d'abord, ma question que je pose, est-ce que réellement la FESI a abandonné ces habitudes qu'on a décriées? Est-ce que réellement il y a quelque chose qui est fait pour que finalement on en revienne à une situation ou bien à un campus universitaire plus calme? Très bien, merci. Avant de donner la parole à André-Sylvain Conon et à Landry Cuyot, nous avons Olivier Gowou. Monsieur Gowou qui nous appelle d'Alzopé. Et pour vous, l'État doit prendre très au sérieux cette question de la FESI. On vous écoute. Oui, madame, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne au sérieux cette histoire de FESI, Améti, tout ça. Ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Parce que moi, je me demande, je me pose actuellement une question. Pourquoi chaque fois dans les universités, dans les cités universitaires, on retrouve les machettes là-bas? Pourquoi chaque fois, il y a des machettes qui se retrouvent là-bas? Comment ces machettes font pour rentrer dans les cités universitaires? C'est ce que moi, je me pose la question. Comment est-ce que chaque fois, on dit qu'il y a des machettes qui sont rentrées, il y a des bouteilles qui sont rentrées. Ces machettes-là vivent déjà là-bas, ou bien qui les fait rentrer? Et à quel moment ça rentre? Donc ce que moi je demande, c'est que l'État de Côte d'Ivoire prenne quand même cette affaire-là au sérieux, pour éviter chaque fois que nos enfants qui partent étudier soient toujours menacés, à quel moment on ne sait pas, et puis demain on va t'appeler, on va dire ton fils a été agressé, il a été tué, on ne comprend rien. Donc si on peut mettre vraiment des corps habillés autour de toutes ces universités-là, pour voir à quelle heure l'autre la rentre, à quel moment il sort, comment il rentre, comment il vit, je pense que tout ça, on peut régler ça, madame. Merci. Merci pour votre appel. Et on aurait bien voulu que le secrétaire général de la FESI soit avec nous sur ce plateau pour répondre à un certain nombre de questions. André-Sylvain Conon. Je crois savoir que Sinclair Allah, il est hors de la Côte d'Ivoire. On avait voulu une participation par visioconférence. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, moi, je suis bien placé pour... je suis quelqu'un qui connaît la FESI, qui a eu un prix. Mon premier prix Nobel Zongo, c'était du fait d'une enquête sur un assassinat de la FESI. Récemment encore, à l'université de Cocody, il y a eu un incident pour lequel j'étais présent, qui est parti d'une banalité, comme on l'a d'ailleurs constaté avec les déclarations du secrétaire général de la FESI concernant l'incident à Port-Boué. C'est l'ego d'une personne qui, contrairement à tout ce que j'ai lu, ça n'avait rien à voir. C'est l'ego d'une personne qui pensait, le représentant du secrétaire de section locale, donc de la FESI LCICA, qui estimait que, de façon protocolaire, on l'avait mis là où il ne devrait pas être. Voilà, tout simplement, et décision disproportionnée, on fait arrêter la cérémonie. Mais, voyez, ça pose un réel problème. En fait, c'est quoi la FESI? Aujourd'hui, 33 ans après, de nombreux militants même de la FESI ne savent pas ce que c'est que la FESI. La FESI, au départ, c'est une fédération d'associations, 4 à 6 associations,
fondatrice de la FESI, de la fédération. Donc, au départ, ce sont des associations. Okay? Et il y a les pères fondateurs, donc Marcel Aipo, Jean Blédi Rao, prêtez-moi les noms, Eugène Djoué et tout cela, les gros Djoué, Charles, paix à son âme. Il y a des pères fondateurs. Donc, il y a eu cette période des pères fondateurs marquée par un crime vraiment absolument abominable, Thierry Zébier. Ensuite, il y a eu la deuxième période marquée par la miliciation. Enfin, je ne sais pas si le mot existe. Voilà, en tout cas, c'est un néologisme que la FESI est perçue comme une milice. C'est à ce moment, justement, qu'on commence à prendre les noms. Général Bogota, Général Gbapé. Voilà. Parlant de Charles Blé Goudé. Oui, parlant de Général Bogota, c'est Guillaume Soro. Et Général Gbapé, c'est Charles Blé Goudé. Le pied, Général Terrain, Serge Kouyo, paix à son âme. Suruku Tremé. OK. Et donc, jusqu'à Augustin Mian, qui s'appellerait Général Mani Congo, il y a donc cette période où la FESI est vraiment très politique. Très politique. Où voulez-vous en venir, André Sébastien? J'en viens. Depuis donc Mani Congo, aujourd'hui, depuis l'élection de Assi Fulgence Assi, donc en 2014, il y a une sorte de nouvelle ère au niveau de la FESI. Donc, contrairement à ce que votre auditeur disait, les machettes ont disparu. Il n'y a plus de machettes à la FESI. Mais la violence est constante. Et c'est ça le problème. Mais pourquoi il y a cette violence? Parce que il y a non seulement l'impunité, mais il y a aussi un manque de conscience syndicale, on va dire ça comme ça, quoique la FESI ne soit pas un syndicat, c'est un mouvement associatif. Il y a un manque de conscience syndicale au niveau des animateurs. Quand vous prenez le dernier cas, par exemple, qui s'est passé au campus de Cocody, on est parti, justement, là, le bureau national n'avait rien à voir, mais un secrétaire de section, ou sinon son représentant, a jugé qu'il avait été bafoué dans son honneur de façon protocolaire. Mais je vous assure, de nombreux cas de violence exercés par la FESI ne sont même pas liés à des problèmes de revendication académique. Point du tout. Et donc, il faut que le bureau national fasse revenir à l'orthodoxie ses propres membres. Et je pense que ça, c'est de leur responsabilité. Landry Kyo. Merci Evelyne. Déjà, moi, avant que de rentrer dans le fond, à situer les responsabilités quant au développement ou à la capacité pour la FESI de pouvoir collaborer avec d'autres mouvements sur l'espace universitaire, et je constate qu'il y a des violences. Je constate qu'il y a des personnes qui ont utilisé des armes blanches. Je constate qu'il y a eu du sang qui a été versé. Je constate qu'il a été constitué des infractions par rapport au code pénal. Par voie de conséquence, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a une enquête policière qui a été ouverte? Parce que c'est le minimum. Lorsqu'il y a autant de violences caractérisées de la sorte, il y a au moins une enquête qui est ouverte. À l'effet de situer les responsabilités parce qu'elles sont d'ordre pénal. On aurait pu perdre la vie là. On aurait pu sortir avec des séquelles à vie. Ce sont des jeunes gens, ils sont à l'université. Ils y sont parce qu'ils sont en train de construire un avenir, parce qu'ils croient vivre aussi longtemps que possible. Et lorsqu'on a des situations pareilles, autant il faut se garder de pouvoir préjuger de la culpabilité de quelqu'un, autant il est important que les autorités de police, les autorités judiciaires interviennent à cet effet afin de manifester la responsabilité de l'État à ce niveau. Je n'ai rien entendu. Justement, quelle est la responsabilité de l'État? La responsabilité de l'État... Est-ce qu'on peut parler, comme certains, et je vais vous permettre de répondre, d'impuissance? Michel Betta parlait d'absence. On avait évoqué à un certain moment la dissolution même de la FESI. Donc finalement, est-ce que la FESI tient tête aux autorités, au pouvoir? Tout à l'heure, André Sylvain Conan parlait d'impunité. S'il n'y a pas d'enquête qui est ouverte, s'il n'y a même pas un communiqué, comparativement à 26 personnes qui vont accompagner leurs camarades, il y a problème. Parce que les autres, ils viennent accompagner. Ils prennent 2 ans. Il y a quelqu'un qui s'est fait blesser. Il témoigne que des coups lui ont été portés. Va-t-on attendre que cette personne-là, parce qu'elle est effrayée, cette personne vit encore en zone universitaire, cette personne-là a besoin d'être encadrée, a besoin d'être rassurée.
Que font notre police? Moi, je veux entendre ça. Je veux entendre le procureur Adou quant à sa rigueur vis-à-vis d'une telle situation, afin de situer les responsabilités, parce que ce ne serait pas la responsabilité de nous, c'est d'abord une responsabilité pénale, elle est personnelle. Ce sont d'abord des individus qui ont décidé d'enfreindre la loi. Maintenant, s'ils ont agi sur instruction de la FECI ou de toute autre organisation, à ce moment-là, on peut prendre les mesures d'ordre administratif, d'ordre civil, d'ordre pénal qui rentrent en ligne de compte. Mais on ne peut pas tolérer que pareille situation se fasse et que rien ne soit fait par la suite. Ce serait irresponsable. Claude Nani-Prégneux et ensuite André Sylvestre. Oui, moi je pense que... Allez-y. Je pense qu'il faut effectivement, au-delà d'appeler aux condamnations pénales, le problème, il est ailleurs. Hein. La FECI est habituée aux poursuites judiciaires, la FECI est habituée aux arrestations. Et je pense que c'est une organisation qui a besoin, effectivement, qu'on puisse lui donner certaines valeurs. Aujourd'hui, la FECI a abandonné les revendications estudiantines. Tout le monde le reconnaît. C'est une organisation qui n'existe que de nom. Elle n'a aucune activité. À la limite, je pense qu'elle se tourne les pouces. Et vous voyez, quand quelqu'un n'a rien à faire, finalement, et la violence devient endogène. Donc, il faut peut-être chercher quelque chose pour la FECI, parce qu'avant, elle pouvait se targuer de mener une lutte estudiantine et mieux participer à la vie politique. Aujourd'hui, nous voyons des étudiants qui se pavanent sur le campus, qui paradent sur le campus tous les jours en train de faire du sport, et qui n'ont qu'une activité en dehors de faire du sport. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'il ne faut pas les utiliser à autre chose? Et peut-être que certainement que ça va éviter cette violence. C'est vrai, ce sont des infractions pénales. La justice va faire son travail, mais ça ne règle pas le problème de la FECI. D'accord, voilà. OK. Avant de vous donner la parole, messieurs, on va faire juste une petite pause et on revient juste après. Et nous sommes de retour sur le plateau de NCI 360 et nous étions en train de parler de la difficile mutation de la FECI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Serge Patrick de Souza, on a déjà évoqué plusieurs pistes de solutions sur ce plateau, mais selon vous, quelles sont les solutions pour ramener la FECI à ses fondamentaux? Je peux donner un exemple. Vous voyez, il y avait un problème au niveau de la gestion des bourses. Quand un étudiant perçoit sa bourse, on réclame ou on arrache une partie, pas seulement à la FECI, mais à tous les syndicats qui maîtrisent un espace universitaire, se donnent le droit de réclamer un dû sur la bourse. Mais je pense que maintenant, tout est devenu numérisé. Ça dit que l'étudiant a un numéro, on fait le virement sur son Orange Money ou un compte, et puis c'est géré. Voici l'une des solutions qu'on peut apporter dans le cadre de la gestion de l'espace universitaire. Lorsque des gens sont dans un espace et que dans la manifestation de leur capacité de pouvoir nuire ou de faire quelque chose, ils voient que c'est plus ou moins réduit, mais dans un cadre plus ou moins consensuel, il y a un impact énorme sur leur capacité de nuisance. Aujourd'hui, la FECI arrive où l'espace universitaire, les étudiants se sentent en danger parce qu'ils se disent qu'ils dorment. On peut, cette nuit-là, venir du bon sortir de la chambre, on va loger quelqu'un. Mais c'est tout simplement parce que ce bâtiment-là, mais ce n'est pas géré par autre personne que par le syndicat. Voilà le problème. Et c'est le pouvoir, la capacité d'avoir le pouvoir. On doit arracher la gestion des bâtiments à la FECI? Pas arracher, comme j'ai dit, dans le cadre de la gestion, il faut trouver un consensus. Okay. Il faut trouver un consensus. Voilà, c'est la possibilité, il faut trouver un consensus parce que si on ne trouve pas un consensus par le dialogue, par les discussions, ça va toujours arriver à un cadre où chacun lutte son espace, où il va maîtriser. Il y a eu le cas de la police universitaire à un moment donné qui a posé problème lorsqu'on était en train d'installer la police universitaire. Parce que tout simplement, au départ, lorsqu'on était dans le processus, la manière dont le système a été mis en place, ils n'ont pas pris l'aval ou l'avis de ces syndicats-là. Donc il faut repenser le système. Il faut repenser le système. Okay. Voilà. D'accord. Michel Betta. Oui, mais contrairement à ce qu'il dit, la bourse, la question n'est pas réglée, hein, parce qu'en fait, il y a une sorte de mafia qui s'est installée au sein de l'université. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire. Lorsque quelqu'un a accès à la bourse, clairement, on lui dit au niveau de la FECI, qu'il lui dit, écoute, ta bourse, on va te la faire acquérir, mais quand tu acquiers ta bourse,
il y a une quote-part que tu dois nous verser. Et souvent, des étudiants mais sont poursuivis sur le campus parce qu'ils n'ont pas versé leur quote-part. Bref, je veux dire qu'il y a une sorte de système qui s'est installé là-bas. Et moi, je pense que c'est tout ça là qu'il faut régler. Parce que la FESI est devenue un maillon que certains utilisent pour arriver à leur fin dans le système universitaire. C'est ce qui est dommage. C'est-à-dire que la FESI est un instrument entre les mains de certains membres du système universitaire pour atteindre certains objectifs, je veux dire, déshonorants. Parce qu'ils prennent la bourse de quelqu'un qui en a besoin pour travailler, pour aller à l'école, c'est dommage. Mais vous avez parlé de mafia. Qui sont les membres de cette mafia? Non, je ne veux pas citer, puisque nous, dans le cadre de notre travail de journaliste, nous allons sur le terrain, nous constatons des faits. Parce que des étudiants nous approchent pour nous dire, écoute, ma bourse que j'ai obtenue là, on me dit de payer une quote-part. À la FESI. On lui dit, attends, comment vous êtes entendu? Il a dit, non, il va me faire attribuer la bourse et je devrais lui payer. Mais tu t'as entendu avec lui, il faut le faire. Donc ça pose aussi le problème de la corruption? Voilà, naturellement. Okay. C'est ça, c'est un système. Et vraiment, c'est dommage. Moi, je pense qu'il faut repenser le système pour voir dans quelle mesure aménager certaines choses. André Sylvain Conan. Vous savez, quand on parle d'impunité... On va là aux solutions, hein. Je pense qu'on va y arriver. Ça fait partie des solutions, justement. Okay. Revenez par exemple à Ouassa, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait fait l'expédition sur le domicile du président Henri Konan Bédié. À son temps, je vous ramène aux écrits à son temps, vous verrez qu'il y a eu recours à des militants, à des sympathisants de la FESI. Il y avait des écrits dans ce sens. Donc, c'est pourquoi il y a l'impunité. Ça bénéficie à certaines personnes, qu'elles soient du pouvoir ou de l'opposition. Je vous rappelle que la FESI, au départ, c'était Francis Vaudier et Bamba Moriferi qui étaient les vrais parrains, par la suite Laurent Gbagbo. Bref, aujourd'hui, les parrains de la FESI n'existe pratiquement plus. Il fut un temps où Damana Picas était l'un des parrains, le maréchal Kabé, aujourd'hui député, qui était un parrain, Michel Gbagbo, tout ça, c'était des parrains de la FESI. Ça veut dire des sortes de tutelles. Ce sont eux qui décidaient. Mais aujourd'hui, depuis AFA, donc Assis Fulgence Assis, la FESI a pris son indépendance vis-à-vis de ces parrains-là. Donc ça, c'est déjà une première chose. La prise de conscience, c'est ce que j'appelle l'intelligence syndicale. C'est-à-dire que je vous ramène à des déclarations de Marcel Aipo, deuxième secrétaire général de la FESI, parce que ce qu'on ignore, il était le premier secrétaire connu, mais le premier secrétaire général de la FESI s'appelle Laurent Alexis Koné. Il a juste fait 2-3 jours. Bon, bref. Et donc, Marcel Aipo avait été interpellé au Canada, à l'aéroport de Montréal. Et quand il vient en Côte d'Ivoire, il dit, mais attention, j'ai été interpellé justement parce que j'ai appartenu à la FESI. Et Marcel Aipo dit qu'il a été accusé de terrorisme. Vous voyez, et il dit, attention, la FESI, je cite, se serait livré à des activités de nature terroriste dans le sens où cela est entendu au Canada. Vous comprenez? Et c'est lui qui dit, attention, il s'adresse donc aux militants de la FESI, il dit, attention, nous sommes suivis. Et ce n'est pas faux. Aujourd'hui, les responsables de la FESI, les militants de la FESI doivent eux-mêmes se remettre en cause parce qu'ils sont suivis, pas seulement au niveau international, mais aussi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour entrer à la fonction publique, il y a des enquêtes de moralité. Et donc, quand par exemple vous constituez un BOI, donc une milice qu'on appelle Gestapo, et que votre nom se retrouve dans des articles, demain, quand pour votre recrutement, que ce soit au privé comme au public, quand le recruteur tape votre nom et tombe sur votre passé violent, mais il y a problème. D'accord. Voilà. Et donc, conscience syndicale, fin de l'impunité. J'aimerais juste dire rapidement que, par exemple, pour l'affaire des chambres, mais c'est de la responsabilité du CROU. Voilà. mais attendez, c'est la réflexion. Il y a une panne de réflexion de la part des autorités académiques, des autorités qui doivent gérer les étudiants. Et c'est pourquoi il y a encore tout cela. D'accord. Landry Cuot, rapidement, en termes de solutions. En termes de solutions, comme André... C'est quelque chose qui n'a pas encore été dit sur ce plateau. Dans ce cas, moi, là, ce qu'il faut réellement, c'est que l'État reprenne la main là-dedans, en termes d'autorité. Okay. Il faudrait que les autorités administratives du monde estudiantin
soient de véritables autorités en tant que telles. Il y a ce qui n'est pas, ce qui est de leur attribution, il faudrait qu'ils assument. Ce n'est pas la FESI de gérer les chambres. Les attributions des chambres, ce n'est pas la FESI. C'est donc le CROU qui le fait. S'ils ne sont pas en capacité de le faire, il faudrait les changer. Il faut qu'on les dégage, on met quelqu'un d'autre là. Parce que ce n'est pas normal. C'est parce qu'on a concédé. C'est parce que dans cette concession-là, il y a de petits arrangements qui sont de l'ordre de la corruption, que des personnes aujourd'hui ont le sentiment que c'est un droit acquis et que par voie de conséquence, elles sont libres de faire ce qu'elles sont en train de faire. Ce qui n'est pas normal. Bon, je crois que c'est une question d'autorité et l'État là est en train de faillir gravement. Question d'autorité, d'accord. Claude Naï-Préyon, rapidement en termes de moi, je solution. pense que, effectivement, la question de la FESI est une question très importante. Et aujourd'hui, j'ai entendu Sylvain faire l'histoire de la FESI. Je pense qu'on a assez parlé de cette histoire. On a condamné ce qu'il fallait condamner, et on a dit ce qu'il fallait dire. Mais aujourd'hui, on est en 2023. Donc, il faut essayer de parler de la FESI de 2023. Cette FESI-là, justement, qui semble avoir changé, mais qui participe justement à des actions qu'il vient d'identifier. Donc, Mastiel Aïpo, tout ce qu'on vient de citer, ça c'est le passé. Aujourd'hui, quelle est la place de la FESI à l'université? Ça, c'est la première question à laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur doit répondre. Toutes les parties prenantes, on va dire. Oui, toutes les parties prenantes. Deuxième chose, si on répond à cette question, il va falloir justement essayer de situer les responsabilités des associations d'étudiants à l'université. Troisième chose, aujourd'hui, c'est vrai, la FESI, elle est ce qu'elle est, mais il y a des problèmes que les étudiants rencontrent à l'université. Et aujourd'hui, il faut trouver un cadre pour que ces étudiants s'expriment. Avant, leur porte-parole, c'était la FESI. Aujourd'hui, on n'entend plus la FESI sur ces problèmes-là. Donc, au-delà de la FESI, c'est vrai, cette violence qui est née à Bobo-Djamé, c'est une violence qui est née d'une rivalité entre la FESI et l'AMC par rapport au contrôle d'une activité qu'on appelle coût de renforcement, mais qui génère de l'argent. Donc vous voyez, ce sont des petits problèmes endogènes, mais en réalité, il y a d'autres problèmes importants que l'université connaît. Merci. Et messieurs, on va faire un tour du côté du Sénégal pour ouvrir le troisième thème de cette émission. Sénégal, où le procès pour diffamation d'Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, a été renvoyé au 30 mars. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction de NCI. Ousmane Sonko et ses partisans crient au complot ourdi par le pouvoir pour l'éliminer politiquement. Selon des images transmises en direct par son équipe de communication, le convoi de l'opposant sénégalais, en route vers le tribunal, a été arrêté. Il a ensuite été extrait de force de son véhicule, sous les détonations de gaz lacrymogène, alors que ses soutiens tentaient de s'interposer. Le président du PASTEF a finalement pu se frayer un chemin pour arriver au tribunal à 10h45 GMT. La police et la gendarmerie m'imposent un itinéraire. J'ai été brutalisé. Le régime ne compte que sur les forces de sécurité, a déclaré M. Sonko à la barre avant que l'audience ne soit suspendue. Au même moment, des heurts ont éclaté aux abords du tribunal entre groupes de jeunes et forces de sécurité, ainsi que sur la VDN, l'un des principaux axes de la capitale. Les premiers ont jeté des pierres sur les policiers et gendarmes qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène. Le procès de ce jeudi oppose Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel qui le poursuit pour diffamation, injure et faux. Il est aussi mis en cause dans une autre affaire de viol présumé. Ces deux procédures pourraient empêcher sa candidature à la présidentielle de 2024. Les textes prévoyant une radiation des listes électorales et donc une inéligibilité dans certains cas de condamnation. Lors d'un meeting animé mardi, M. Sonko a appelé ses partisans à venir massivement le soutenir pour son procès et à défier le président Macky Sall, sa police et sa gendarmerie. Et Monsieur Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, Cour pénale internationale, vient de nous rejoindre sur ce plateau d'NCI 360. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre regard sur la situation au Sénégal? Bon, je voudrais dire que c'est vraiment dommage que le Sénégal, qui est un pays modèle et qui fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone, rentre dans ce cycle de violence pour une question
diffamation, de suspicion, en fait. OK. Voilà. Donc, je crois que le Sénégal doit faire l'effort de ne pas aller sur cet angle-là. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'Afrique de l'Ouest, particulièrement ici en Côte d'Ivoire. Et le Sénégal doit tirer les leçons de ce qui s'est passé ici pour éviter cela. Alors, Serge Patrick de Souza, le décryptage de la situation au Sénégal, réponse à la question que nous nous posons ce soir sur ce plateau. Sommes-nous dans un procès politique ou judiciaire? On a l'impression. On a l'impression parce que moi, je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier, hein, diffamation ou pas, avec la question de viol et puis ménage. La deuxième affaire judiciaire. C'était la première affaire judiciaire et ensuite la question de diffamation s'est ajoutée. Okay. Je pense à DSK. Vous voyez, en France, en 2011, DSK était... Dominique Strauss-Kahn. Oui, il était bien parti hein, pour être peut-être le prochain président de la France. On a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko profite de cette situation-là pour renforcer son leadership et sa capacité de mobilisation. Et comme je l'ai dit, c'est pareil en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il appartient au pouvoir d'éduquer l'espace politique. Ousmane Sonko a vu sa candidature refusée pendant les élections législatives passées sur la même question de viol. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à moins d'un an des élections présidentielles et de l'élection présidentielle, et il y a la question de diffamation. Sachant que au niveau de l'opposition, c'est quand même le leader. Il domine carrément l'opposition. Et donc, on sait que Ousmane Sonko a une posture anti-français en griffe parce qu'il critique la France, il critique le franc CFA. Voilà, il se met dans une dynamique où, finalement, on a l'impression que ce qui se passe là, avec cette brutalité que nous constatons de la part des forces de l'ordre, on se dit que, finalement, c'est un acharnement politique qui se fait. Donc, il appartient au gouvernement sénégalais de savoir gérer cette situation-là. Le Sénégal est quand même un modèle. Macky Sall, aujourd'hui, qui est pris dans un mouvement où on se demande est-ce qu'il va faire un troisième mandat. Alors qu'il fait partie de ceux qui avaient des matelas, qui se couchaient dans les rues pour dire qu'il ne faut pas Ouad va faire un troisième mandat. Aujourd'hui, Macky Sall donne l'impression qu'il ferait un troisième mandat. Il ne s'est pas prononcé. Oui, je dis donne l'impression. Il ne s'est pas prononcé, mais il donne l'impression. Voilà, par sa manière de parler, il donne l'impression. Donc aujourd'hui, il appartient au gouvernement de faire très attention, surtout à la justice, si nous sommes en démocratie là-bas, parce que la justice doit être quand même, je vais dire, indépendante. Et il appartient à la justice de faire très attention dans la gestion de ce dossier-là, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de glissement vers des heurts, et puis après, on ne va plus rattraper la situation. D'accord. Michel Beta. Je rappelle que Ousmane Sonko est arrivé en 3e position à la dernière élection. Donc aujourd'hui, de tous les candidats potentiels à la prochaine présidentielle, il est le mieux placé en dehors de celui qui est au pouvoir, qui ne peut plus, logiquement, si on s'en tient à la présente constitution, ne peut plus être candidat. Pensez-vous que ça fait de lui une cible? Naturellement. Parce que, en fait, quand on observe l'attitude vis-à-vis de Sonko, on parle d'abord de... La première accusation, c'était pour viol. Les faits n'ont même pas été constitués. Il a subi tout ce qu'il devait subir et ils ont reporté le procès. Aujourd'hui, on parle de diffamation. Le procès est reporté au 30 mars. Donc, je vais dire quoi? Tout ce qu'on lui reproche n'est même pas encore... On n'est même pas encore entré dans le fond pour parler de jugement, de procès. Donc, ça donne l'impression qu'on surfe sur une éventuelle condamnation pour voir un peu sa capacité de réaction. Et on voit qu'il réagit bien. Donc, on a un peu peur. On baisse le ton. Quand vous dites qu'il réagit bien, il réagit comment? Il y a eu des violences? Non, il réagit bien parce que ses partisans sont mobilisés. Okay. Donc un opposant qui a... Il y a quand même des violences? Non, j'en arrive. Quand les partisans d'un candidat ou d'un potentiel candidat sont mobilisés, ça montre qu'il a du répondant. Donc comme il a du répondant, on baisse un peu le temps. Le temps de voir un peu comment on peut épuiser ses partisans. Mais aussi, il ne lâche pas. Les violences, mais c'est des deux camps.
puisque la police, on a vu comment la police l'a levé dans son véhicule. On a vu encore comment la police l'a empêché de sortir même de son quartier pour envoyer son enfant à l'école. Mais on en a où là? De quoi parlons-nous? Landry Kyo. Comme une victime du pouvoir Macky Sall. Landry Kyo. Alors, je ne vais pas me risquer. Cette image que le Sénégal renvoie finalement à l'Afrique. Je ne vais pas me risquer à qualifier cette affaire. Pour moi, c'est une affaire judiciaire qui vise un homme politique. Qui est-il? D'accord. C'est important de savoir qui est la personne. Il est celui-là qui est désormais le chef de l'opposition. Il a porté les législatives et aujourd'hui, les résultats sont éloquents. Le parti d'en face, le parti au pouvoir, se rend compte qu'il y a, grâce à lui, une opposition rassemblée, forte, capable de discuter chaque article de chaque loi. La seconde chose, c'est un homme politique qui a participé antérieurement à des élections présidentielles, arrivé en 3e position alors qu'on ne vendait pas cher sa peau. Mais 15% des voix. C'est un homme politique qui fédère un électorat urbain, constitué essentiellement de jeunes. Des jeunes qui ont faim d'un changement, d'une transformation et qui cristallisent en sa personne leurs espérances. Or, cette espérance, c'est de voir une Afrique plus souveraine, débarrassée des relations paternalistes avec l'ancienne puissance coloniale. Sonko lui-même disait dans une interview, le Sénégal n'est point le précaré de Paris. Et que s'il faut donc pouvoir envisager pour l'avenir les relations avec la France, il n'est point question de les rompre, mais de les repenser, de les revitaliser. Okay. Voilà. Donc, si on vient sur l'aspect judiciaire. Dernière chose, c'est que Sonko, il est casamançais. Il ne faut pas l'oublier. Et lors des dernières élections, il a remporté, au niveau de la Casamance, de cette région-là, 57,25% des voix. Cela veut dire que dans l'univers, dans le vécu sénégalais, il y a donc cet homme politique qui est adossé sur une réalité sociologique, qui est adossé sur une réalité électorale et qui fait forcément peur. Et qu'en est-il des faits qui lui sont reprochés? Pour ce qui est des faits, pour le premier procès qui s'organise, le juge d'instruction, la chambre d'accusation a fini de constituer et bientôt la date du procès sera donnée. Dans tous les cas, mademoiselle Sarr, qui accuse M. Sonko de viol ou de tentative de viol, l'a fait en toute responsabilité. Il faudra prouver qu'elle a été payée. Pour ce qui est de la seconde affaire relative à la diffamation, là, il ne faut pas le dire. Il a dit publiquement lors d'une conférence de presse, il a allégué que M. Diang, par exemple, le ministre du Tourisme, le ministre du Tourisme, avait été épinglé dans une affaire, dans un rapport de l'inspection générale de l'État. Ensuite, il revient sur ses propos, alors que c'est encore discutable. Donc, dans tous les cas, il y a la nécessité de laisser faire la justice. Moi, je ne préjuge pas de la justice sénégalaise. Il faut pouvoir la laisser traiter l'affaire comme il faut, mais il ne faudrait pas aussi cacher le fait que Sonko utilise de manière suffisamment habile et de manière cinématographique une situation qui lui permet de faire une véritable démonstration de force. Cinématographie, c'est quand même un peu gros quand même. Non, je le dis. Pendant ce temps, on a un pouvoir sénégalais qui, porté par Macky Sall, commet l'erreur d'avoir une réaction disproportionnée et qui, lorsqu'elle est appréciée par les observateurs, ne peuvent que dire mais il n'y a qu'un individu sans armes et qui en face de lui des forces de l'ordre qui font un usage un peu trop abusif de la violence. Merci Landry Kyo. André Sylvain Conon, procès politique, judiciaire. Non, moi je ne vois vraiment pas le procès politique. D'abord parce qu'il n'y a pas encore de procès. Il y a deux affaires. Il y a donc Adji Sarr qui accuse donc Ousmane Sonko de viol et de menaces de mort. OK. Jusque-là, je ne vois pas où intervient le politique. Première chose. Deuxième chose, il y a donc la diffamation. Et je signale que depuis 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire concernant cette affaire. Il a été renvoyé devant un tribunal criminel, une chambre criminelle. Deuxième affaire, donc, renvoyé devant un tribunal correctionnel. On parle là de diffamation. OK, intenté par Mame Mbaye Niang, l'actuel ministre du Tourisme, qui l'accuse de détournement de fonds. Je ne vois toujours pas le politique, d'autant que ce n'est pas le pouvoir de Macky Sall qui lui a dit
qu'il a incité à accuser l'homme de détournement. Donc, qu'il prouve cela. Par contre, ce qui se joue, c'est la présidentielle de 2024, en fait. Voilà. Parce que Ousmane Sonko a bien conscience que s'il est condamné dans l'une de ces deux affaires, c'est grillé pour lui. Et donc, il en appelle à la rue. C'est stratégique de sa part. N'importe quel lobby politique le ferait, y compris Macky Sall. OK ? Mais après, j'ai l'impression que il y a une stratégie vraiment de noyer les deux sujets en question. Stratégie de qui ? De Ousmane Sonko. Okay. De noyer les deux problèmes en question pour ne pas qu'on sache vraiment la vérité. Alors, oui ou non, le ministre a détourné de l'argent. Ça, c'est très simple. Qu'il aille le prouver au tribunal. De l'autre côté, ça s'est passé entre les deux dans un salon de massage, dans lequel il était coutumier. C'est un peu problématique. D'accord. Mais je pense que le Sénégal est en train de s'enfermer dans une voie qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, avant 1999, très rapidement, André de nombreuses personnes disaient qu'il ne peut pas y avoir de coup d'État en Côte d'Ivoire. Que le Sénégal fasse très attention. D'accord. Claude Naï-Préignon, sur cette question, et je vais profiter aussi pour que vous puissiez donner votre avis sur Macky Sall, le silence de Macky Sall sur sa supposée candidature pour un troisième mandat. D'accord. Moi, je pense qu'effectivement, sans présager, sans donner un avis, sans juger la justice sénégalaise, il faut quand même analyser les faits. Aujourd'hui, Sonko, c'est un peu le visage de la démocratie sénégalaise. Quand on dit que le Sénégal est une démocratie, mais l'exemple, c'est Sonko. Et Macky Sall ? Oui, non, je parle de lui. Et après, Macky Sall également. Également, voilà. Également, okay. le fruit de la démocratie sénégalaise. Parce qu'on sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà Sonko qui, en 2014, justement, crée un parti. Il dénonce la corruption. En 2016, il est radié de la fonction publique. En 2017, il est élu député et après, il est élu maire des Ziguinchor. En réalité, Sonko est porté par son peuple. Aujourd'hui, le traité de Signas, c'est un peu... C'est un peu fort. Ouais, c'est un peu fort parce que c'est ignorer que Sonko porte aujourd'hui l'espoir de l'opposition sénégalaise. Ça, c'est indiscutable. Aujourd'hui, c'est le chouchou de la jeunesse. Il a 48 ans. Et aujourd'hui, la dimension judiciaire de son procès, comme je l'ai dit, il faut respecter la justice, mais en même temps, la justice est rendue au nom du peuple au Sénégal. Donc ça voudrait dire qu'on peut la commenter. Voici Sonko à qui on lève l'immunité parlementaire parce qu'on suppose que la dame a raison. Voilà. Son immunité parlementaire levée, ça le rend faible et il y a un deuxième procès contre lui. Finalement, il ne peut même plus se protéger et on le traîne en justice pour diffamation à cause des meetings qu'il tient où il accuse quelqu'un de détournement. Ça, on le sait, dans tous les meetings politiques, l'opposition le fait. Si on doit arrêter les opposants... Non, excusez-moi, on est en Côte d'Ivoire. On va le laisser terminer. On va le laisser terminer. Tu assumes. Non, mais c'est clair qu'on assume, mais je pense que, je veux dire, on n'utilise pas justement la justice partout, hein, parce que l'opposition est créée pour s'opposer. L'opposition, c'est pour dénoncer. Et les citoyens, même lambda, ont le droit de dénoncer ce qu'ils trouvent anormal. Ce n'est pas le fait de dénoncer qui fait de nous des personnes qu'on doit rapidement envoyer en prison. D'accord. Justement, Sonko l'a fait lors des meetings. Il dit que le monsieur a détourné de l'argent et l'inspection des finances a un rapport. Lui, il a été aux impôts là-bas. La preuve, la première affaire, il a eu raison parce qu'il a effectivement donné des éléments probants qu'il y a eu détournement des fonds. Merci Claude Naï-Préignon. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Vos avis sont connus. On n'aura malheureusement pas assez de temps pour faire un autre tour de table. On va aller vers le 4e sujet de ce soir, notamment le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, le président russe. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction d'NCI. On en débat juste après. La CPI, Cour pénale internationale, est aux trousses du président russe Vladimir Poutine. Elle a émis un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe, à la satisfaction de Kiev, qui attendait ses poursuites contre le président russe depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Mais le Kremlin a jugé que la décision n'avait aucune valeur juridique.
La Russie, comme un certain nombre d'États, ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal. Par conséquent, du point de vue de la loi, les décisions de ce tribunal sont nulles et non avenues. Vlova Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, est également concernée par le mandat d'arrêt de la CPI. Plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022, selon Kiev, et beaucoup auraient été déplacés dans des institutions et des foyers d'accueil. S'il vous plaît. Ali Ouattara, vous êtes un spécialiste reconnu, on va dire, de la Cour pénale internationale. Vous avez même écrit un livre, Côte d'Ivoire, CPI, mariage d'amour ou mariage de raison. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un livre qui contient beaucoup d'informations. Alors, on est dans un chemin un peu spécial, un peu différent, qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment. La CPI n'est pas reconnue par la Russie. On a beaucoup de limites, peut-être, et vous nous direz, dans cette décision de la CPI. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'un geste fort, quand on sait toutes les contraintes? On peut parler d'un geste fort de la Cour pénale internationale. Oui, évidemment. Évidemment, c'est un geste fort de la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, la Cour... par contre, on a l'impression que la Cour n'a pas tiré le leçon du mandat contre El-Béchir. Okay. Parce qu'un président en fonction, la Cour n'a pas de police ni d'armée. C'est basé essentiellement sur la coopération par rapport au chapitre 9 du statut. Donc l'article 86 fait obligation aux États partis de coopérer. Donc c'est par rapport à la coopération qu'on peut arrêter un suspect. Donc, il y a eu le cas de Béchir. C'est vrai, ça c'est un geste fort, mais comment est-ce qu'on va arrêter Poutine? C'est ça la grande question. La grande question. Maintenant, dire que la Russie n'est pas un État parti, c'est vrai. La Russie n'a pas également signé le statut de Rome de la CPI, mais c'est de savoir la question... L'Ukraine également. Pardon? L'Ukraine également. L'Ukraine a reconnu les compétences juridictionnelles de la Cour par rapport à l'article 12.3 du statut. Donc, c'est comme si c'était une ratification ad hoc. Donc, c'est sur cette base-là. Parce qu'en fait, les compétences de la CPI, c'est le national d'un État parti, ou alors c'est un État qui a reconnu le statut de Rome, c'est-à-dire, par exemple, l'Ukraine a reconnu le statut de Rome de la CPI à travers une déclaration. Donc, si l'Ukraine, il y a des faits qui ont lieu en Ukraine, même si la personne qui est concernée, son État n'est pas parti, la Cour a compétence pour cela. Donc, au niveau des paramètres, donc des différents critères qui peuvent amener la Cour à ouvrir une enquête, il y a 4 paramètres. Okay. Le premier paramètre, c'est la compétence matérielle. Cette compétence matérielle, ça concerne les 4 crimes, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, les crimes de génocide. Et à l'état d'espèce, la Cour, la Chambre préliminaire 2, dit que c'est un crime de guerre. Donc, concernant les déportations illégales et transferts illégaux de population, particulièrement les enfants. Donc, déjà, Poutine rentre dans ce cadre-là, par rapport aux crimes de guerre. Le deuxième paramètre, c'est la compétence territoriale. Tout à l'heure, on disait que la Russie n'est pas État parti, mais l'Ukraine, par rapport à l'article 12.3 du statut, a reconnu des compétences. La compétence, d'accord. Donc, c'est l'Ukraine, c'est en Ukraine que l'enquête a eu lieu. Donc, par rapport à cela, Poutine rentre dans ce cadre-là également. Troisième paramètre, c'est la compétence personnelle. La CPI ne juge que les individus, à partir de 18 ans maximum. Et c'est la responsabilité individuelle qui est concernée. Elle ne juge pas les États ni les entreprises. Et là, Poutine, ce n'est pas le président de la Russie, mais c'est Poutine en tant qu'individu. Donc, donc la question de savoir si la CPI peut juger un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, cette question ne se pose plus puisqu'on parle de la personne de Poutine. C'est ça, puisque là même on n'est pas ça c'est au niveau des modes de saisine. Donc j'arrive tout à l'heure pour dire qu'il y a également la compétence au niveau temporel également. Donc par rapport à l'entrée en vigueur du statut de Rome, du 1er juillet 2002. Donc nous sommes en mars 2023. Donc ces 4 paramètres étant réunis, Poutine a dit que c'est illégal, mais ce n'est pas illégal du point de vue juridique. D'accord. Voilà. OK. Donc, ce qu'il faut faire ressortir. Maintenant, là, la CPI a trouvé un peu les astuces pour éviter que ce soit le Conseil de sécurité, puisqu'il y a le droit de veto. Donc, si on passait par le Conseil de sécurité, parce que quand on va
au niveau des modes de saisine, il y a l'État partie, il y a le procureur Moutou, c'est-à-dire le procureur qui s'auto-saisit, et puis il y a également le volet du Conseil de sécurité par rapport au chapitre 7 des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Et maintenant, l'ouverture, c'est l'article 12.3 du statut. Comme la Côte d'Ivoire l'a fait, c'est 12.3 du statut. Là, on n'est pas État partie, mais on reconnaît les compétences du tribunal de la Cour. Donc, c'est ce qui a été fait. D'accord. Et je vais donner la parole à M. Ladji Kandje, si j'ai bien noté votre nom, qui nous appelle de Korogo. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Merci bien. Moi, la problématique, c'est l'opportunité même de ce mandat-là. Okay. Quand on écoute effectivement les raisons, on nous dit effectivement c'est parce que la Russie, n'est-ce pas, a déplacé des enfants de leur zone natale vers une autre zone. Mais aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que l'Ukraine étant en guerre, ces enfants-là peuvent rester dans une zone où il y a des bombardements? D'où on se pose la question effectivement de l'instrumentalisation de ces pays-là. Donc, quelle est l'opportunité? Donc, vraiment, la crédibilité de ces pays-là est discutable. Et c'est un peu là, je voulais en venir. D'accord, merci. Merci pour votre appel. J'aurai l'occasion de donner la parole, de distribuer la parole sur ce plateau. Je reste avec vous, notamment sur la question, parce que c'est une question qui revient. La question de l'instrumentalisation de la Cour, de la crédibilité de cette Cour. Bon, chacun a son opinion, hein. Voilà. Sinon que la Cour, elle existe, la Cour travaille, la Cour fait un effort pour lutter contre l'impunité, la Cour fait un effort également pour prévenir, parce qu'en fait, la Cour a deux fonctions. C'est la fonction dissuasive et la fonction préventive et la fonction répressive. D'accord. La répression, c'est quand il y a les procès, et quand le volet dissuasif également. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est peut-être un grand geste. Peut-être que ça peut amener Poutine à revoir un peu, à réfléchir encore plus avant de... Ouais, peut-être, ça peut avoir un volet dissuasif sur Poutine. Voilà. Et également d'autres chefs d'État ou bien d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Bon, Sage Patrick de Souza, qui est très, très impatient de se prononcer. On parle quand même d'une puissance nucléaire. Il ne faut pas en voir rêver. Moi, Tout à fait. J'imagine Joe Biden en train de dire, on dit Joe Biden, il y a un mandat d'arrêt contre Joe Biden. Pour vous, c'est pas réel? Non, mais attends. Qui sont les partis membres de la CPI? Quand on enlève la France, le Royaume-Uni, il reste qui? Il reste qui? Même Omar el-Béchi, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Il est parti en Afrique du Sud, il est revenu dans son pays. On ne l'a pas arrêté. Ce n'est pas Poutine. La raison se trouve ailleurs. Et moi, je pense que c'est un message qui est lancé qui est envoyé indirectement aux personnes qui soutiennent Poutine. Il y a le Mali qui est à côté. Si votre mentor là, on peut lancer un mandat d'arrêt contre lui, ça veut dire que vous-même, vous êtes dans notre main, là, on peut vous arrêter. Voici la raison. Et pour vous, c'est une stratégie. De la stratégie, non. On va se comprendre, on va s'écouter. Pour vous, c'est une stratégie d'intimidation des alliés de la Russie. Carrément dans la géopolitique. Et aujourd'hui, on prend des résolutions, on prend des décisions au niveau international, mais Poutine se promène. Et plus il se promène, les gens même, il arrive même en Crimée. Mais en Crimée et puis dans le Donbass, là, il y a eu des crimes perpétrés pendant des années par l'armée ukrainienne. En ce moment, la CPI était où? Aujourd'hui, moi je dis et je répète que quand j'analyse dans le fond, pour être quand même, pour rechercher une raison politique et purement stratégique, c'est dire que si votre mentor, là, on peut lancer un mandat d'arrêt contre lui, on n'est pas obligé de le prendre, mais vous, au moins, on peut vous arrêter. Donc, Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, ils ont reçu le message. C'est clair. Et je vous dis, regardez les événements. Il suffit seulement que ces derniers-là, ces présidents-là, fassent une seule erreur. Vous allez entendre que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Michel Beta. Aujourd'hui, la question qui vient... S'il vous plaît, messieurs, on va se comprendre. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Michel Beta. Que vaut ce mandat d'arrêt? Voilà, que vaut ce mandat d'arrêt de la CPI? Parce qu'aujourd'hui, on est unanime. Aujourd'hui, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine et où des crimes sont perpétrés. Mais avant ça, il y a eu les États-Unis qui ont attaqué l'Irak. Il y a eu des crimes
Jamais la CPI n'a réagi. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la CPI, mais c'est une cour européenne au service des Européens pour assouvir leurs intérêts. Aujourd'hui, ils sont contre la Russie et ils lancent un mandat d'arrêt contre Poutine dans l'espoir de peut-être l'effrayer. Ali Ouattara va répondre rapidement à ces deux interventions, je dirais, du côté de Landry. Je voudrais préciser que le Mali est un pays en situation. Ouais. Donc, quand l'autre interlocuteur, le Mali, il y a eu Al-Mahdi par rapport aux décisions des mausolées qui avait été condamné et qui s'est repenti après d'éléments qui a fini plus juste à peine. Donc, cette lecture, il faut vraiment faire attention. Voilà. Maintenant, est-ce que, par rapport justement à l'Ukraine, en fait, c'est vrai, la CPI, il faut le critiquer, hein, il y a des questions qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il y a eu mort d'homme ou pas? Voilà. C'est la question. C'est des questions. Est-ce qu'il y a eu mort ou pas? Si, même si, c'est comme il y a deux voleurs. Un voleur, on l'a arrêté. Hein, donc vous dites, bon, comme moi, on ne m'a pas arrêté, je continue. Vous comprenez bien. Mais au moins, on doit arrêter un voleur. Donc, même s'il y a des morts quelque part, qu'on a pu au moins arrêter quelqu'un, il faut quand même se dire qu'il y a quand même des... Et les morts du côté de la Russie? Comment? Les morts du côté de la Russie. Est-ce qu'il y a morts d'hommes ou pas? Au moins, c'est les victimes. Au moins une partie, même si il y a 1000 victimes, et qu'on a peut-être au moins 100 victimes déjà qui peuvent avoir gain de cause, c'est quand même quelque chose, plutôt que de n'en avoir. C'est plus ça. André Sylvain Conan. Moi, j'aimerais qu'on dise... Il ne nous reste que 3 minutes pour terminer cette émission. Continuer à reprocher à la CPI de viser seulement les Africains, et puis le jour où on lance un mandat d'arrêt contre un Européen, on s'en plaint. Pour vous, c'est une décision à saluer, bien sûr. Mais à applaudir, à acclamer. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu invasion en Ukraine. Une décision disproportionnée parce que M. Vladimir Poutine ne souhaite pas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Voilà, le fait est qu'il y a eu des... Moi, j'ai suivi, avant ce mandat d'arrêt, j'ai suivi des reportages il y a 2 ou 3 mois où on parlait justement de ces enfants enlevés des crèches et des orphelinats. Et la bonne dame qui a été qui est aussi visée par Madame Maria Belova, elle a dit elle-même avoir adopté un enfant de Mariupol. Et elle invitait les gens à adopter. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de déportation, mais de placement de ces enfants dans des foyers russes. Non, c'est un crime. Et donc, il faut le sanctionner. Maintenant, que M. Vladimir Poutine soit aujourd'hui capable, enfin, que ce mandat s'exécute ou non, même en Côte d'Ivoire, tous les mandats n'ont pas été exécutés. Hein. Simone Gbagbo n'a pas été jusque-là transféré. Donc, mais la justice... Le symbole. La justice a son temps. Aujourd'hui, M. Vladimir Poutine est en position de puissance, il n'y a pas de problème, mais demain, ça peut s'inverser. Merci. Claude Naï pour l'Union et ensuite... Oui, moi, je pense que c'est vrai qu'on peut croire, c'est bien de croire à la CPI, mais c'est faire preuve d'angélisme que de penser que ce mandat-là est un mandat qui va donner une leçon, parce qu'on est dans le système international et on sait qu'il n'y a aucune chance que ce mandat-là puisse aboutir. Mieux, on sait que c'est un peu, quelqu'un l'a dit, hein, même les États-Unis qui ne reconnaissent même pas la CPI, le président Biden a dit que c'est justifié. Il ne croit même pas la CPI, mais pour ce mandat, il dit que c'est justifié. Donc, je veux dire qu'on est dans une situation et on donne raison à Poutine qui dit que justement, la CPI, je veux dire, c'est un combat contre le bloc occidental. Mieux, il y a des gens qui pensent que même que la CPI est une autre forme de procès de Nuremberg. Et aujourd'hui, on est en train de se demander, est-ce que certainement... voilà, on comprend aisément leur position, parce que ce mandat-là, véritablement, a des chances très réduites de faire effet, si ce n'est que, justement, de porter la voix du bloc occidental. Vous n'y croyez pas du tout. Landry Cuot. Tant que Poutine est au pouvoir, assez rapidement. Tant que Poutine est au pouvoir, ce mandat aura du mal à être exécuté. Ça, c'est une certitude. Il y a donc autre chose. Pour moi, le plus important, c'est comment on finit avec ce conflit, cette guerre, qui a des conséquences néfastes sur le reste du monde. Ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Des millions de personnes en souffrent. Et il faut falloir trouver une solution. Pékin avait proposé une voie de sortie d'ordre politique. On a décrédibilisé Pékin entre-temps pour dire qu'ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas légitimes. Aujourd'hui, lorsque vous dites
à quelqu'un qui est censé revenir sur la table de discussion à l'effet de trouver une solution négociée, que cette personne-là est passible des tribunaux pénaux internationaux et que cette personne-là n'est plus crédible parce que sa responsabilité pénale est mise en cause, vous ne donnez plus de chance à un règlement pacifique ou politique à la question. Donc il faut craindre pour nous autres. Parce que là où on a l'axe... Quand vous dites nous autres, pour l'Afrique, le reste du monde. Parce qu'eux, ils ont la capacité de pouvoir survivre pendant 10, pendant 20, pendant 30 ans. Mais nous payons cher le prix. Vous comprenez? Poutine n'a qu'à dire un mot. André Sylvain Conon, vous n'avez pas la parole. On ne peut dire un mot que sur une table de négociation en se regardant d'égal à égal. Mais lorsque vous dites de l'autre côté que celui-ci, il est impropre, à ce que je puisse le traiter comme étant mon égal, vous mettez en échec toute discussion. J'ai l'impression que l'on a choisi une voie, un règlement militaire. On attend de voir ce que ça va donner, parce que de l'autre côté, Pékin livre des armes et Pékin va s'opposer à pouvoir soutenir son partenaire. C'est désormais assez clair pour tout le monde. D'accord. Ali Ouattara, vous aurez les derniers mots sur le fonctionnement de la CPI. Finalement, sommes-nous dans des relations internationales ou dans une question juridique de fond? Je dirais que nous sommes dans une question juridique. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier, parce que ce sont des crimes internationaux. Donc, les deux vont de pair. Maintenant, la question, je suis d'accord avec certains intervenants, que la question, c'est de savoir est-ce que ce mandat d'arrêt pourra être exécuté. Est-ce qu'il aura des effets? Ça va avoir des effets, ça c'est clair. Est-ce qu'il pourra être exécuté? Des effets sur les chefs de guerre, ukrainiens et russes. Ça va avoir des effets également sur le reste du monde, c'est-à-dire le reste du monde. Voilà. Parce que si on a pu émettre un mandat d'arrêt contre un président d'une grande puissance, les autres vont les faire ça 2 fois. Voilà. Surtout nos États africains. Ouais. Maintenant, j'ai dit au début que j'ai l'impression que la CPI n'a pas tiré les leçons du mandat d'arrêt qu'on a émis contre des présidents en exercice. Il y a eu le cas de Béchir, il y a eu le cas du président kenyan, lui c'est une situation comparative. Donc, ça n'a pas tiré les leçons. Donc, sans cela, on demande chaque fois à la CPI, il faut lesson learning, donc de passer sur les différentes leçons acquises pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Là, c'est une erreur qui a été commise. Ce mandat d'arrêt, dans la réalité, sera difficile. C'est une erreur pour vous, selon vous? Non, une erreur dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est une erreur. Il faut être réaliste, c'est une erreur. Voilà, donc voilà ce que j'aurais dit. Il faut penser chaque fois aux victimes. Comme c'est mon livre, c'est l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Donc je dis chaque fois que l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. L'impunité est un encouragement à la récidive pour le bourreau et un encouragement à la récidive pour les victimes. Donc il y a beaucoup de victimes. La CPI doit faire l'effort de pouvoir faire en sorte que ces victimes-là puissent obtenir gain de cause. D'accord. Merci, messieurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de NCI. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On ne pourra pas faire les cartons de la semaine. Je vous donne rendez-vous demain à 20h15 dans Focus Faits divers. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.